c'est l'histoire de l'achat de nos terrains. Voilà. Je voulais laisser des petits commentaires là-dessus pour avoir un souvenir de toutes les étapes par lesquelles on est passé pour faire l'achat de notre terrain à Moctezuma. Ça a commencé il y a quelques mois de cela. Je dirais ça a commencé au printemps 2022. Alors, tout a commencé par le fait de venir à El Cuyo en fait. On a décidé de s'installer là et puis très rapidement on s'est aperçu que c'était une place qu'on aimait beaucoup. On a rencontré beaucoup de gens qui avaient commencé à acheter des terrains, à faire construire des choses ici et c'est vrai que quand on les voyait faire, ça donnait envie. Alors on a pensé à ce que nous on pourrait faire avec nos moyens, avec les conditions dans lesquelles on était venu ici au Mexique. Et on s'est assez vite rendu compte que en fait ici à El Cuyo il était assez difficile d'acheter un terrain parce que les prix étaient assez élevés. Et tout ça depuis 2-3 ans en fait. On a entendu plein de choses, on a beaucoup d'amis en fait qui ont acheté des choses il y a 4-5 ans et les prix étaient encore très raisonnables. Mais malheureusement, au moment où nous on était là, les prix étaient déjà devenus assez inaccessibles. Ou sinon il aurait fallu vraiment se retrouver avec un tout petit bout de terrain et c'est pas vraiment ce qu'on recherchait. Et puis sur la route, en fait, pour venir ici, le dernier petit village avant d'arriver à El Cuyo, on passait toujours à cet endroit-là et on trouvait que contrairement aux autres villages qu'on traversait, que c'était très propre. On aimait bien vraiment la disposition des maisons quand on passait sur la route principale. Et on avait émis l'hypothèse que mais ça serait super de pouvoir peut-être un jour acheter un terrain ici, puisqu'El Cuyo c'est trop cher, on serait pas très loin, on serait à 10-15 minutes en voiture d'El Cuyo, on serait un peu en retrait, on aurait la tranquillité justement, le fait d'être un petit peu à l'écart. Mais c'était juste resté comme ça, juste une idée. Et en rencontrant en fait ici de plus en plus d'expats, en apprenant à se connaître un peu plus, en rentrant dans des conversations un peu plus privées, on comprend qu'en fait il y a un engouement pour l'achat de terrain à Moctezuma. Donc le village que nous on aimait bien en fait c'était le village de Moctezuma. Et notamment on a un couple d'amis qui décide d'aller nous montrer ce qu'ils ont acheté et ça a été le point de départ en fait. Donc on est parti là-bas, on a été voir le terrain qu'ils avaient acquis. C'était magnifique, c'était super beau, les prix étaient très intéressants, du moins à l'époque où ils l'ont acheté. Et voilà, donc on est revenu de cette petite visite là avec une nouvelle idée en fait. L'idée de qu'on voulait acheter. Voilà, qu'on voulait acheter quelque chose à Moctezuma. Après on ne savait pas vraiment comment s'y prendre parce que ici les lois sont très différentes de ce que nous on pouvait connaître au Canada. Et le fait est aussi qu'on soit des étrangers, ça rendait la chose, j'allais dire, plus compliquée, mais en fait c'était bien plus compliqué. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de dire à notre ami, écoute, il s'appelle Alan, écoute Alan, comment est-ce qu'on peut faire nous pour trouver un terrain à Moctezuma, est-ce que tu as des contacts, on fait quoi? Et lui nous dit, écoutez c'est simple, vous allez à Moctezuma, vous rentrez dans un petit dépanneur, une petite épicerie, et vous demandez
Voilà, est-ce que vous savez s'il y a des gens qui vendent des terrains à Moctezuma? Voilà, tout simplement, il nous dit ça. Donc quelques temps après, on prend notre chance, on se rend à Moctezuma avec les filles. Premier dépanneur qu'on voit sur la route principale, on s'arrête, là il y a une madame et on lui dit voilà, on habite El Cuyo depuis plusieurs mois et tout, et on chercherait des terrains à vendre ici à Moctezuma. Donc la dame nous réfère un gars qui s'appelle Piri, et nos démarches vont commencer avec lui. Alors il nous montre quelques terrains, certains terrains sont vraiment super. On tombe assez vite amoureux de ce qu'on voit, mais à côté de ça on essaye d'avoir plus de contacts, puis on décide de se promener un peu, puis effectivement on rencontre des gens comme ça, enfin on nous dirige vers des maisons en nous disant que bah oui, telle personne qui a un grand terrain et ils cherchent à vendre une partie de leur terrain, donc voilà. Donc on rencontre des gens, on parle prix, on parle de plein de choses. Et bon, ça reste juste des discussions et rien de plus. Voilà. Notre ami Alan finit par nous donner un contact d'un autre Mexicain de Moctezuma qui s'appelle Enrique. Et donc Enrique, lui, nous fait visiter aussi d'autres terrains et il nous dit écoutez, j'ai un terrain qui est à ma belle-sœur et elle serait prête à le vendre, quoi. Donc si vous voulez, on peut aller le visiter. Et c'est ce qu'on fait. On part visiter le terrain et là, c'est un peu le coup de foudre. On aime vraiment l'emplacement, on aime la taille du terrain, on aime l'orientation du terrain, on aime tout en fait. Et on dit à Enrique, écoute Enrique, ouais, on est super intéressé, mais comment ça se passe pour acheter? Et lui nous dit pas de problème, moi j'ai déjà été secrétaire de la trésorerie de Moctezuma. C'est super simple, on va au commissariat et là le commissariat fait un papier comme quoi voilà, vous achetez le terrain est à vous, vous avez payé tant, puis voilà quoi, ça s'arrête là. Donc super, on est content d'apprendre ça, on se renseigne plus ou moins sur l'achat de terrain ici. Moi j'ai lu pas mal de trucs, mais bon, de ce qu'on peut lire sur internet, c'est toujours très flou, c'est toujours très enfin c'est pas complet en fait, du moins c'est ce que on a l'impression. Il y a des zones de flou qui sont assez importantes et bon voilà, donc on prend une chance, on essaye, puis si ça marche tant mieux. Mais là, acheter un terrain au Mexique, on pouvait pas se mettre dans une position où on allait comme essayer, puis après on verrait. On apprend qu'il y a différents types de terrains ici au Mexique. Il y a les terrains privés, avec un titre de propriété, et il y a des terrains qu'on appelle ejidal. Alors les terrains ejidal, ce sont des terrains qui appartiennent aux communautés, ce sont des terrains qui appartiennent aux gens du village, et ce sont des terrains qui ont été donnés après la révolution mexicaine dans les années 1910, la révolution menée par le grand Emiliano Zapata. Et c'est lui en fait qui aurait, après la guerre, après la révolution, qui aurait décidé d'offrir la terre aux gens, pour qu'ils puissent se nourrir, qu'ils puissent la cultiver, qu'ils puissent avoir quelque chose, quoi. Et à travers tout le Mexique, ces terrains existent encore et il y en a partout. Et en fait, la plupart des terrains, on ne parle pas des grandes villes et des centres-villes, mais la plupart des terrains en campagne, ils sont tous ejidal. Tous. Et on se fait dire que
pour acheter en tant qu'étranger, on peut acheter un terrain éridal, sauf que il va falloir ensuite faire une demande pour transformer ce terrain éridal en terrain privé. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que si tu ne fais pas ça, la commune dans laquelle où tu vas acheter ton terrain aura toujours la possibilité, quoi qu'il arrive, de récupérer le terrain que tu as acheté au besoin. Voilà. Imaginons que, c'est ce que je donnais comme exemple à Marie, je disais écoute, si d'un coup ils disent ben, là où vous avez votre terrain, on veut construire une station d'épuration, parce que c'est là le meilleur endroit du village pour ça, les experts le disent, eh bien récupérons le terrain et on ne pourra absolument rien faire. Donc nous en fait, on aurait juste le droit de construire et de vivre dessus tant que tout le monde est d'accord avec ça. Tout le village est d'accord avec ça. Le jour où le village est plus d'accord, il y a des réunions éridales et les gens se réunissent et décident de ce qui peut se passer ou pas sur le terrain. Donc en fait, tu achètes quelque chose qui finalement n'est pas véritablement à toi. Ou du moins l'est tant que les gens le veulent. Mais il y a beaucoup de gens qui font quand même ça et qui font la demande après au niveau gouvernemental pour transformer ce terrain éridal en terrain privé. Et une fois que c'est privé, ben, c'est à toi, quoi. Là, après, on ne peut, entre guillemets, plus te le reprendre. Et pour faire cette transformation-là, ça peut prendre 2 à 3 ans. Donc c'est un pari à prendre, de dire que pendant 2-3 ans, le temps du processus de transformation, ben voilà, tu es sur le terrain. Alors soit tu gardes juste le terrain, tu fais rien construire, et puis tu attends d'avoir le titre de propriété privé pour après faire construire de quoi, ou soit tu peux commencer tout de suite et voilà. Mais en général, en l'espace de 2-3 ans, dans les petits villages comme ça, il se passe pas grand chose. C'est très très rare que tu puisses avoir que le village prenne la décision de construire une immense antenne pour le réseau cellulaire pile sur ton terrain. Enfin bon voilà, il y a très peu de probabilités, mais c'est pas garanti à 100% qu'il ne peut rien t'arriver. Donc on se fait dire ça. Et on se dit, bah oui, les terrains éridales sont beaucoup moins chers que les terrains privés. Et ben on peut se lancer dans l'aventure, quoi. On peut essayer. Pourquoi pas? Alors on retourne négocier avec Enrique et sa belle-sœur et on arrive à s'entendre sur le prix d'un terrain. Donc c'était à peu près un peu plus de 900 mètres carrés pour 500 000 pesos. 500 000 pesos, c'était, on va dire, 33 000 $ canadiens au moment où on voulait acheter. C'est-à-dire printemps 2022. Donc là, il nous fallait un compte de banque ici au Mexique pour pouvoir sortir d'un coup l'argent nécessaire pour acheter le terrain. Donc on décide de partir à Tizimin, qui est comme la grande ville la plus proche d'El Cuyo, pour ouvrir un compte bancaire mexicain. Voilà. On arrive à la banque et on demande à ouvrir un compte. Donc là tout va bien, on avait amené tous nos papiers d'immigration, voilà. Et là arrive le moment fatidique où on nous demande un numéro RFC. C'est un numéro d'impôt en fait. Chaque citoyen, chaque résident est supposé avoir un numéro. Mais en fait, il y a 2 ans en arrière, on n'était pas obligé d'en avoir un, mais le gouvernement mexicain a rendu ça obligatoire. Et pour ouvrir un compte bancaire, bah, c'est rendu obligatoire. Et nous, on n'en a pas. On n'a jamais fait la demande. Parce qu'on savait que c'était pas nécessaire. Et aujourd'hui que c'est nécessaire, c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous. Des fois, c'est des 6 mois d'attente avant d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un numéro RFC.
Donc nous on arrive, on n'a pas de numéro. Et là le banquier nous dit ah, je suis désolé, je ne peux pas ouvrir de compte en banque. Et là ça voulait dire que nous il aurait fallu qu'on retire 33 000 $ au guichet automatique là, dans des banques ici avec des commissions de fou et un coût de 1 000 $ par jour ou par semaine. Voilà, faire venir l'argent du Canada ici au Mexique, ça allait être compliqué. Forcément, quand tu décides d'acheter ici au Mexique, le vendeur est toujours pressé, donc il faut que ça aille vite. Et nous, on ne pouvait pas aller vite en fait. Et là, le banquier nous dit, bah, écoutez, il y a une autre option, c'est que si vous prenez une assurance avec nous, peu importe, habitation, voiture, n'importe quoi, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de numéro RFC. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a cancellé notre assurance auto qu'on avait avec la compagnie AXA. Ils nous ont même remboursé la différence. Donc là, on était vraiment contents. Et on a pris une assurance avec la banque qui, au final, nous a coûté moins cher. Donc, on n'a pas perdu d'argent, on n'a rien perdu et on a pu ouvrir notre compte bancaire. Voilà. Donc là, on était très contents. Et à ce moment-là, on a débuté le rapatriement de notre argent du Canada au Mexique. Et puis ça a été toute une autre histoire aussi pour rapatrier l'argent. Ça a été compliqué. Les banques au Canada, quand tu commences à retirer un peu d'argent, elles mettent des freins le plus qu'elles peuvent. Donc notre compte en banque est ouvert, on commence à acheminer de l'argent ici. Et puis, pendant tout ce temps-là, on tient au courant le vendeur en lui disant ça y est, on vient d'ouvrir un compte, on va commencer à acheminer l'argent et tout pour la maintenir au courant et la rassurer. Et d'ici, 10 jours, on va être capable de faire un premier dépôt d'argent. Et puis moi un matin je me réveille et je me dis je sens pas, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose, je sens pas. Et je dis à Marie, je dis écoute, il faut avant qu'on fasse un premier paiement, il faut qu'on trouve quelqu'un, un expat comme nous et qui a acheté un terrain Eridal et il faut qu'on lui pose des questions. Donc on réfléchit et on trouve une dame qu'on connaissait un peu, d'origine allemande, qui vit ici au Mexique depuis pas mal d'années, qui s'appelle Daniela. Je la contacte et je lui dis Daniela, faudrait qu'on se parle, j'ai des questions à propos des terrains que tu as achetés à Moctezuma, j'aimerais avoir des informations. Le lendemain, on se rejoint un peu derrière là dans un café, un Naya Café, très bon d'ailleurs, et on commence à discuter. Et là je lui dis écoute voilà, nous on est sur le point d'acheter un truc, Eridal, est-ce que tu peux nous donner des infos, comment ça s'est passé, ce qu'on aurait dû faire avant, mais bon, le principal c'est que ça soit fait, qu'on ait pu le faire à temps quoi. Il n'y a que ça qui compte, c'est d'être à temps. Et au bon moment quoi, et de bien faire les choses. Et elle nous dit ah bah écoutez, moi je sais pas parce que j'ai un ami ici qui s'appelle Luis, qui est mexicain, et c'est lui qui m'a tout arrangé en fait. Voilà, donc moi je sais pas trop comment ça s'est passé, c'est lui qui a tout fait, voilà. Et donc là je lui dis ben Daniela, est-ce que tu peux nous donner le contact de Luis qu'on ne connaissait pas? C'est un jeune Mexicain qui a une école de kitesurf ici. Donc je contacte Louis et je dis Louis, est-ce que je peux passer demain te rencontrer avec ma femme, on aimerait te parler. Le lendemain on se pointe à son école de kitesurf, on s'assoit, on discute et lui nous dit oulala, mais vous ne pouvez pas acheter ce terrain, vous n'êtes pas mexicain. Et là
on se regarde avec Marie, on se dit ah bon, sérieux, c'est vrai? Elle dit oui, oui. Il dit vous pouvez en aucun cas vous pouvez pas acheter le terrain. Il dit vous allez pouvoir l'acheter au niveau local, c'est-à-dire que oui, le village va vous le vendre, il sera à vous sur les papiers, mais ce papier-là ne vaut rien puisqu'il ne sera pas enregistré, comment dire, au niveau administratif général. Parce que ce papier-là, après, pour qu'il soit vraiment valable, il faut aller l'enregistrer à Tizimin, qui est comme un peu la capitale de la région ici. Et tout s'enregistre là-bas, en fait, normalement. Et lui, il nous dit, ben, c'est simple, quand vous allez faire la demande pour transformer votre terrain Eridal en terrain privé, eh ben, ils vous le feront jamais parce qu'ils vont vous dire que c'est pas légal ce que vous avez fait. L'achat que vous avez fait n'est pas légal. En fait, il n'y a qu'un Mexicain qui peut transformer un terrain Eridal en terrain privé. Donc, le truc à faire, c'est que faut trouver le propriétaire du terrain. C'est lui qui devrait lancer la procédure pour transformer son terrain Eridal en terrain privé. Mais ça prend des années. Donc, nous, d'un coup, ça marchait plus. Et là, on se dit, merde, on s'est un peu avancé. Heureusement, on n'a rien donné, on n'a rien payé. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, par le plus grand des hasards, on se retrouve à amener la fille d'une amie qui les attendait un petit peu à l'extérieur d'El Cuyo chez d'autres amis. Et là, on voit nos amis allemands, nos autres amis allemands, qui s'appellent Valentine et Suzy. Et là où on les retrouve, c'est sur un terrain qui appartient à un couple mexicano-allemand. Lui s'appelle Martins et sa femme s'appelle Adriana. Et eux, ils sont en train de faire construire un hôtel sur ce terrain-là. Et mon amie Valentine me dit « Ah, mais tu devrais parler à Valentine. » Pardon. Là, mon amie Valentine me dit « Hey, tu sais quoi, tu devrais parler avec Martins parce que lui, il est là-dedans depuis des années et il s'y connaît en terrain Eridal parce que là où on est, c'est un terrain Eridal. » Et une chance, il était là. Il était en train de surveiller les travaux sur son terrain, donc on va le voir. Et lui, il parle très 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 bien français. Et là, j'ai dit écoute, Martins, ce que je ne connaissais pas trop à l'époque, j'ai dit écoute, voilà, on veut faire ça, ça, ça. Il me dit oulala, il me dit non, non, fais vraiment pas ça. Il dit toi, le seul moyen pour toi que tu as d'acquérir un terrain ici au Mexique, il faut que ça soit un terrain privé. Et quand tu fais l'achat d'un terrain privé, il y a 3 manières d'acquérir un terrain privé. Donc ça, c'est la législation mexicaine. Et il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement. La première des manières, c'est ce que la plupart des touristes font quand on leur vend des condos ici à Playa del Carmen ou à Cancun, dans des tours là, à condos. C'est le fideicomiso. C'est-à-dire que une banque mexicaine se porte garant pour toi. Elle fait même office de personne physique pour l'achat d'un appartement ou même d'un terrain, si tu veux acheter un terrain. Voilà. Parce qu'en fait, dans la loi mexicaine, un étranger seul ne peut pas acheter de biens immobiliers. Je pense que c'est impossible, en tout cas à moins de 50 km de la mer. Voilà. Donc tout ce qui est au-delà de 50 km des côtes, je pense que tu peux, mais en dedans de ça, tu ne peux pas en fait. Donc 3 manières. La première, c'est avec une banque. Et la banque, tu fais un contrat avec elle de 50 ans. Et la banque, tu la payes tous les ans. Au bout de 50 ans, si tu renouvelles pas ton fideicomiso, eh bien tu perds tout en fait. Tu perds tout ce que tu as mis sur le terrain, ton appartement, tu perds tout. Ce fideicomiso là, il est renouvelable, il est transférable. Tu peux si tu revends ton terrain ou ton appartement,
eh bien tu peux le transférer à quelqu'un d'autre et tes enfants peuvent en hériter, mais il va falloir toujours payer en fait. Et donc à la fin des fins, ça ne t'appartiendra jamais. Voilà. Le jour où tu arrêtes de payer, la banque récupère tout. Donc c'était pas vraiment notre premier choix. Le deuxième choix, c'est, comme on dit en espagnol, c'est un prestanombre, c'est-à-dire quelqu'un qui va te prêter son nom, un Mexicain avec qui tu, entre guillemets, t'associes pour acheter le terrain. Mais cette personne-là, elle est dans les papiers. Et il faut avoir quelqu'un de confiance, mais de vraiment, vraiment grande confiance, parce que si tu construis une maison sur 2 étages avec une piscine et des logements que tu veux faire louer avec un garage et un truc incroyable, et si un jour cette personne-là, pour X raison, elle a besoin d'argent, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué en fait. Donc c'est pas une option aussi qu'on avait retenue, même si on nous a proposé, des bons amis ici nous l'ont proposé, nous ont dit écoute, si tu as besoin d'un prestanombre, on va te le prêter quoi, il n'y aura pas de problème. Et la troisième solution, tout simplement, c'est de créer une entreprise mexicaine et d'acheter via l'entreprise. Voilà, il faut acheter via l'entreprise. Tant que l'entreprise t'appartient, eh bien le terrain t'appartient. Voilà. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'obtenir la citoyenneté mexicaine et de racheter à la compagnie voilà, le terrain et tout quoi. Et ensuite, tu n'as plus besoin de la compagnie, donc voilà. Donc là on apprend tout ça grâce à Martins et on se dit ok, on ne peut plus acheter ce terrain là quoi. Donc quelques jours après on contacte Enrique et on dit Enrique écoute, faut qu'on te parle, faut qu'on se rencontre. Donc, on retourne à Moctezuma, on rencontre Enrique et on lui dit écoute, on ne peut plus acheter le terrain. On essaie de lui expliquer pourquoi, lui ne comprend pas trop. Parce que lui il dit non mais le commissariat du village ils vont te faire les papiers, voilà, donc c'était pour lui c'était pas trop compréhensible, mais en tout cas je pense qu'on a essayé de lui faire comprendre du mieux qu'on pouvait. Et à partir de ce moment là on a commencé avec toujours Enrique à dire écoute Enrique, nous on ne cherche que des terrains privés, donc fais-nous faire le tour de Moctezuma, mais pour voir que des terrains privés. Et les terrains privés, principalement, sont toujours plus centrés dans le village qu'à l'extérieur. L'extérieur, ça va être les terrains à Ejidal. Voilà. On fait le tour, on visite quelques trucs, c'est toujours pareil, la forme du terrain, des fois tout en longueur, ça nous plaisait pas, la situation aussi, où est-ce que ça se trouvait dans le village, ça nous plaisait pas, la taille des fois c'était pas bon, c'était trop petit, on voit un immense terrain au milieu du village sur lequel il y a que des arbres, et il nous dit oui, ce terrain là est à vendre, mais très cher parce que très grand. Et avec Marie on se dit aïe aïe aïe, on peut pas acheter ça, c'est trop grand quoi. Mais déjà à l'époque on se dit mais peut-être que si on trouve d'autres mondes, on peut peut-être acheter le terrain à plusieurs. Et à ce moment-là, on serait peut-être capable d'acheter ce terrain-là. Et ça reste comme ça. L'été arrive, on se concentre plus sur nos vacances d'été. Et puis plus rien. Voilà. Donc on quitte El Cuyo pendant 2 mois. Et l'été 2022, et nous rentrons au Mexique, je pense le 16 ou le 17 septembre 2022. On revient à El Cuyo, on se réinstalle, et quelques jours après, on décide de s'activer pour acquérir un terrain. Et on recontacte Enrique. Enrique, on est de retour. Lui pensait qu'on était parti, on était rentré au Canada. Enrique, on est de retour.
Est-ce qu'il y a du nouveau? Ça, c'est le remplissage de bouteilles de gaz. Tous les jours, il passe. Et là, Enrique nous dit, ah, ben écoutez, ça tombe bien, parce que moi, j'ai un terrain à moi qui est à vendre. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir le voir.